Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, l'examen en séance publique par les sénateurs de la proposition de résolution présentée par le groupe communiste qui demande la reconnaissance de la manifestation du 17 octobre 1961, manifestation qui s'était tenue à Paris et qui avait fait de nombreuses victimes algériennes. La semaine dernière, François Hollande, dans un communiqué, a déclaré que la République reconnaissait avec lucidité ces faits, parlant même d'une répression sanglante. Tollé à droite, Christian Jacob, le chef de file des députés UMP, a jugé ces propos intolérables, expliquant qu'on ne pouvait pas mettre en cause la police républicaine de l'époque. Or, faut-il le rappeler, c'est Maurice Papon qui était préfet de police en 1961. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle du Sénat pour suivre ce débat. Bon après-midi à tous. L'ordre du jour donc appelle l'examen de la proposition de résolution tendant à la reconnaissance de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961, présentée en application de l'article 34.1 de la Constitution par Madame Éliane Assassi et les membres du groupe CRC. Dans le débat, la parole est à Monsieur Pierre Laurent, auteur de la proposition de résolution. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la discussion de cette proposition de résolution que Nicole Borvo-Cohen-Seat, au nom de notre groupe, a déposée le 30 janvier 2012. Cette résolution fait droit à une demande portée depuis de longues années pour que la France reconnaisse les faits sanglants qui se sont déroulés le 17 octobre 1961. Elle propose en outre la réalisation d'un lieu du souvenir à la mémoire des victimes. Permettez-moi de rendre hommage au combat de Nicole Borvo-Cohen-Seat qui, aux côtés de mon ami Guy Fischer, intervenant tout à l'heure, et en tant que présidente de notre groupe et élue parisienne, s'était grandement impliquée dans la reconnaissance des crimes coloniaux, dont justement le 17 octobre 1961, mais aussi d'autres comme la disparition, entre guillemets, du mathématicien Maurice Audin. En défendant cette proposition, je veux d'abord dire ma satisfaction de la très récente expression du président de la République qui vient de déclarer le 17 octobre dernier, je cite, « La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. » C'est un acte important, tant attendu, auquel il nous revient aujourd'hui de donner toute sa portée par un vote solennel de notre Assemblée. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'être parmi nous. Je pense que ce débat aurait mérité la présence du ministre de l'Intérieur. Je me réjouis que notre proposition de résolution permette la reconnaissance de ces faits sanglants. Elle doit être, cette proposition de résolution, un engagement à ce que ce premier pas soit suivi des actes nécessaires à l'établissement définitif de la vérité et à la reconnaissance des crimes coloniaux dont le 17 octobre 1961 constitue avec d'autres un épisode tragique. Nous pensons notamment que la reconnaissance des faits par le président de la République doit conduire à l'ouverture des archives et au-delà à toutes les archives concernant les guerres coloniales et leur cortège de répression et de massacres. Ne serait-il pas souhaitable à ce sujet que les archives de l'État soient soumises à des règles communes en matière d'archives conformes au fonctionnement d'un État démocratique? Cela impliquerait que soient versées aux archives nationales celles de la préfecture de police de Paris, des ministères de la Défense et des Affaires étrangères, quitte à ce que leurs fonds relèvent, bien évidemment, de dispositions particulières, précises et justifiées, et que les archives des anciens ministres, premiers ministres et présidents de la République relatives à leurs fonctions ne soient pas privatisées par les intéressés, mais versées dans leur ensemble aux archives nationales. Cela aurait aussi le mérite de contribuer à faire la lumière sur des agissements coloniaux de la France et de son armée, dans les pays africains notamment.
La fin de rapports coloniaux ou néocoloniaux avec ces pays, souhaitée récemment par le président de la République à Dakar, passe par là, le développement de nouvelles relations de coopération aussi. Dans la même logique, il faudrait d'ailleurs que la notion d'archives incommunicables, entre guillemets, telle qu'elle apparaît dans la loi de 2008, soit abrogée. Pour être fidèles à leur mission scientifique, les historiens ont besoin de pouvoir accéder librement aux archives, échapper au contrôle des pouvoirs ou des groupes de pression et travailler ensemble, en l'occurrence avec leurs homologues des deux rives de la Méditerranée. La vérité devra aussi être dite sur l'organisation criminelle de l'OAS que certains, à droite, au sein même de l'UMP, sans même parler de l'extrême droite, continuent aujourd'hui d'essayer de réhabiliter. Ce qui s'est passé ce jour du 17 octobre 1961 n'était pas un événement isolé, survenu en un lieu et en un moment unique, mais était le paroxysme d'une politique de guerre coloniale symbolisée par la mise en place du préfet de police Maurice Papon et couverte, voire encouragée par les plus hautes instances de l'État de l'époque. On a vu s'effectuer cette nuit-là, dans les rues de la capitale, une chasse à l'homme aboutissant à des assassinats. Et c'est pour cela que je pense, comme beaucoup d'historiens, que l'on peut parler en l'espèce d'un crime d'État emblématique. En effet, certaines autres dates nous rappellent à quel point la violence et le crime d'État sont indissociables du colonialisme. Je pense à la sauvage répression du 8 mai 1945 à Sétif, des massacres de Madagascar en 1947, de la terrible guerre d'Indochine et de la totalité de la guerre d'Algérie, dont la bataille d'Alger, la disparition du mathématicien Maurice Audin en juin 1957 et le massacre du 8 février au métro Charonne, qui furent tous des épisodes particulièrement violents. Mais revenons à la nomination de Maurice Papon, qui est à mon avis un moment clé pour comprendre ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 et symptomatique de la mise en œuvre de cette politique coloniale. En effet, Maurice Papon, au passé de collaborateur bien connu, et qui, jusqu'en mars 1958, était un préfet régional de l'Est algérien, réputé pour ses méthodes brutales, Maurice Papon devient le 16 mars 1958 préfet de police de Paris. Il le restera après le changement de régime de mai 1958. Papon n'hésite pas, pendant cette période, à organiser à plusieurs reprises des rafles massives. Sous son autorité, les assassinats de Nord-Africains par les forces de répression s'accélèrent au cours de l'été 1961. La pratique de jeter des hommes assommés, parfois ligotés, dans la Seine est attestée dès septembre de cette année. Le 2 octobre 1961, Maurice Papon, préfet de police, n'avait-il pas déclaré « Pour un coup reçu, nous en porterons 10 ». En ce même début de mois, il veut imposer aux Algériens vivant en région parisienne un couvre-feu. C'est dans ce contexte que le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d'Algériens, majoritairement des ouvriers, manifestent pacifiquement contre cette mesure discriminatoire, scandaleuse et illégale. Pour certains, c'était la première fois qu'ils quittaient leur bidonville. Et c'est dans ce contexte aussi que se déroulera quelques mois plus tard, sous la responsabilité du même, le massacre de Charonne. L'ampleur et la gravité de la répression ont peut-être masqué aux yeux de beaucoup la signification politique de cette journée. Qu'au cœur de la capitale, qui se prétendait encore officiellement également celle de l'Algérie, la quasi-totalité des Algériens valides soient descendus dans la rue, malgré les violences qui inévitablement les attendaient, est le signe que plus personne au sein de cette communauté ne voulait de l'Algérie française, même transformée, même réformée. Lorsque les Algériens purent, même quelques instants seulement ce soir-là, crier leur mot d'ordre, ce fut des Algéries algériennes, le FLN au pouvoir et libérer Ben Bella. Même les plus hostiles des observateurs convenaient de la détermination de la foule. Alors, ce fut le déchaînement. Les forces de police se précipitent sur les manifestants avec une sauvagerie inouïe. De partout sortent les bidules, ces longues matraques meurtrières. Les policiers frappent à tour de bras. Ceux qui sont à terre sont impitoyablement matraqués, piétinés, roués de coups. Mâchoires brisées, yeux exorbités, fractures ouvertes, rien n'arrête la furia.
Des coups de feu sont tirés. Dans divers lieux, à Bezons, au Pont-Saint-Michel, des hommes ensanglantés, souvent à demi inconscients, parfois ligotés, sont basculés dans la Seine. D'autres sont jetés pêle-mêle, sans ménagement, dans des cars de police, où les attendent de nouveaux matraqueurs. Une véritable noria de cars se rend vers les dépôts, les commissariats vite saturés. Des bus de la RATP et même le Palais des Sports sont réquisitionnés. Selon les recherches actuelles, qui maintenant convergent, il y aurait eu le 17 octobre 200 morts, le 17 octobre 1961, 200 morts, ce qui donne pour le moins une résonance particulière aux propos de Maurice Papon que je citais tout à l'heure, sans parler des plus de 11 000 arrestations qui officiellement s'ensuivirent et des nombreux blessés. Les crimes commis le 17 octobre 61 ont suscité à l'époque un débat public et une indignation dans les milieux progressistes. Mais dès ce moment-là, le pouvoir s'est acharné à étouffer la réalité du crime et les responsabilités. Il aura donc fallu 51 ans pour que le président de la République reconnaisse, pour qu'un président de la République, en l'occurrence François Hollande, reconnaisse les faits. À l'époque, l'Humanité, le Parti communiste, ses élus nationaux et parisiens dénonceront avec d'autres, comme Simone de Beauvoir, André Breton, Michel Butor, Aimé Césaire, Marguerite Duras, Claude Roy, Laurent Schwartz, Hervé Bourges et beaucoup d'autres, dénonceront l'abomination qui vient de se produire. Les communistes interpellent les autorités dès les premiers jours qui suivent. Le préfet de police de Paris est par exemple directement interpellé le 27 octobre 1961 au Conseil de Paris par l'élu communiste Raymond Bossu. Je me permets de citer ses propos. Combien y a-t-il eu de morts parmi les Algériens? Combien de noyés? Combien de décès à la suite de coups? Jour après jour, heure après heure, afflux des témoignages d'Algériens jetés à la Seine, disait-il le 27 octobre 61. D'autres informations nous sont parvenues, poursuivait-il. Des Algériens ont été tués par balles, frappés à la matraque, à coups de pied, arrosés à la lance, étranglés. C'est une honte pour le gouvernement gaulliste qui, jusqu'à preuve du contraire, est bien l'ordonnateur des actes racistes et criminels de la police. Et il conclut: la vérité qui éclate aux yeux de tous est que le peuple algérien, ce peuple qui s'est donné un gouvernement, le GRPA, ce peuple dans son ensemble, veut sa liberté dans l'indépendance. À l'époque, le préfet de police reste de marbre devant cette interpellation et ne répond pas. Quant au dirigeant du Parti communiste et sénateur, Jacques Duclos, dans une question orale posée dans cet hémicycle le 19 octobre 1961, il dénonce cette politique de répression brutale, rappelant par ses méthodes une des périodes les plus tragiques de notre histoire nationale. Et il dénonce également les complaisances scandaleuses dont bénéficient de la part du gouvernement les factieux plastiqueurs et les criminels de l'OAS. Pire encore, dès les premières contestations, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey, s'oppose à toute tentative d'enquête, notamment parlementaire. Les témoignages recueillis dès ce moment-là par les éditions Maspero sont saisis chez les brocheurs. Et des revues comme Vérité, Liberté ou Les Temps modernes sont également saisies. En 1962, la projection du film Octobre à Paris de Jacques Panigel, ces projections sont interdites. Le pouvoir en place, puis les pouvoirs qui y succéderont, organiseront autant que c'est possible et aussi longtemps que c'est possible l'oubli. Il faudra attendre la venue de la gauche au pouvoir, 20 ans plus tard, pour que le 17 octobre 1961, le journaliste Marcel Trillat diffuse au cours d'un journal télévisé du soir un reportage à ce sujet et fasse rejaillir dans la mémoire collective ces événements. En 1984, c'est le romancier Didier Daninx qui, dans son livre Meurtre pour mémoire, évoque ces événements dont l'intrigue entrecroise histoire de la résistance et histoire du 17 octobre. Le 17 octobre 1991, il y eut une première manifestation d'ampleur dans le cadre de la commémoration de ces événements. Enfin, le 23 septembre 2001, le Conseil de Paris vote, c'est le premier acte de reconnaissance fort, vote la pose d'une plaque commémorative qui deviendra effective le 17 octobre de la même année. La ville de Gennevilliers a elle aussi inauguré une place 17 octobre 61, le 19 février 2007. Le 50e anniversaire de ce drame fut une étape plus importante encore dans ce parcours mémoriel.
La mobilisation grandit et s'élargit alors. Seuls les plus réactionnaires continuent de donner de la voix pour déclarer que ces commémorations constituent une provocation et qu'il n'est pas question que la France présente ses excuses et reconnaisse le crime. Dans la même veine, d'ailleurs, le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, refuse par exemple de s'associer à cette époque à une cérémonie organisée par les maires de Nanterre, Argenteuil, Asnières, Gennevilliers, Colombes et d'autres villes pour rendre un hommage aux victimes du massacre du 17 octobre sur le pont de Neuilly, pour la simple raison, dit-il à l'époque, je cite, qu'il s'en tient au calendrier des commémorations de l'État et que Neuilly n'a jamais été associé à ce terrible événement par le passé. Même si, à l'instar de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, dotée de moyens publics importants et sous la coupe d'associations nostalgiques, nombreux sont ceux encore qui, à droite et à l'extrême droite, tentent de vanter les aspects positifs de la colonisation, l'idée d'une liberté d'accès aux archives pour tous fait de plus en plus son chemin. Néanmoins, il faut noter que les forces de la réaction n'ont pas tout à fait renoncé encore à leur travail de déni de l'histoire. C'est évidemment le cas du Front national, dont les représentants étaient et sont toujours à la pointe de l'abjection sur ce sujet, comme sur bien d'autres. Mais il faut aussi noter des propos extrêmement navrants venus des rangs de la droite, quand par exemple le chef de file des députés UMP, Christian Jacob, estime à propos des déclarations de François Hollande sur la répression sanglante du 17 octobre qu'il est, je cite, intolérable de mettre en cause la police républicaine et avec elle la République tout entière. En cela, il se situe dans la droite ligne de propos qui n'ont jamais cessé pour essayer de minimiser la responsabilité du pouvoir de l'époque dans ces événements. Par exemple, d'un Bernard Lafay, pilier s'il en fut de la mouvance d'Algérie française, qui le 31 octobre 1961 déclarait « Il n'est pas imaginable que le préfet de police, dont on connaît le respect des principes démocratiques ou seulement du droit naturel, ait pu décider sans motif grave des mesures discriminatoires privant une partie de la population de l'exercice de ses libertés individuelles. Protectrice de la population parisienne et aussi depuis des années, au risque de sa vie, des travailleurs musulmans terrorisés par le FLN, notre police sait qu'elle mérite et qu'elle conserve l'estime de ceux qu'elle défend. Le peuple, le vrai peuple de Paris, a compris que son dévouement a su éviter que les incidents aujourd'hui évoqués ne dégénèrent en tragédie. Voilà ce qu'il déclarait le 31 octobre 61. Dans l'odieux, on peut encore citer les déclarations d'Alex Moscovitch, conseiller municipal UNR de Paris, qui le 27 octobre 61, pour défendre une motion de confiance au préfet de police Papon, prononça, il faut le savoir, les paroles suivantes, je cite, « Tous ces agents de l'ennemi doivent être envoyés du territoire métropolitain. Voilà 2 ans que nous le demandons. Ce qu'il faut, l'autorisation et suffisamment de bateaux. Le problème qui consiste à faire couler ces bateaux ne relève pas, hélas, du conseil municipal de Paris. » Fin de citation. Et la motion qu'il défendait était à l'époque adoptée par la majorité de droite par 47 voix contre 30. Le temps est venu, oui, le temps est venu 51 après, et il est même grand temps, et bien tard, pour en finir avec ces propos infâmes à rebours de l'histoire. En reconnaissant le crime, en faisant la clarté sur les responsabilités, en ouvrant les archives, en votant cette proposition de résolution, nous contribuerons à la dignité de la République. Nous apaiserons la douleur de toutes les victimes civiles et militaires, de celles de leurs familles, pour redéfinir enfin des relations saines avec le peuple et le gouvernement algérien. La prise en compte de ce passé participera à l'effort nécessaire de la reconstruction d'une coopération réciproquement avantageuse entre la France et l'Algérie, tant sur le plan culturel qu'économique et scientifique, intégrant la question de la libre circulation des personnes qui ont très fréquemment des attaches familiales dans les 2 pays. L'adoption de cette proposition de résolution va en ce sens et c'est pourquoi je vous demande et je vous propose de la voter. Merci. Merci.
Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Roger Carucci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, réécrire l'histoire n'en fait pas la vérité historique. Et je dois dire que je suis un peu mal à l'aise devant le texte qui est proposé. Mal à l'aise? Non, écoutez d'abord. Mal à l'aise parce que moi, comme d'autres, je suis né au Maroc, revenu en métropole après, et je n'ai jamais eu ni de réaction, ni de sentiment négatif à l'égard du pays d'où je venais. Mal à l'aise parce que il ne faut pas, dans l'histoire, prendre ce qui arrange et laisser de côté ce qui ennuie. Il faut tout prendre. Vous parlez de 1961. Pardon de vous dire, parce que, monsieur Laurent, vous dites, oui, d'ailleurs, le gouvernement gaulliste qui a été dénoncé, qui d'ailleurs a peut-être même couvert certains des agissements de l'OS. Sincèrement, pardon de vous faire remarquer gentiment que les tentatives d'assassinat, c'était plutôt par l'OS, l'assassinat du général de Gaulle, pas franchement l'assassinat des autres. Et donc, de ce côté-là, un peu de calme quand même sur le renvoi de la responsabilité par rapport à l'OS. L'OS a essayé d'assassiner à plusieurs reprises le général de Gaulle. Je n'ai pas souvenir que l'OS ait essayé d'assassiner Jacques Duclos. Alors, qu'est-ce qu'on dit en vrai? En 1961, enfin, je ne dis pas souvenons-nous, mais reprenez les documents d'époque. À Paris, et depuis 1957, la guerre d'Algérie a impliqué des communautés, du côté du FLN, du côté de l'OS, du côté encore de ce qu'était le mouvement national algérien de Messali Hadj. 10 000 morts. 10 000 morts, c'est le chiffre reconnu de la lutte interne entre le mouvement national algérien et le FLN. 10 000 morts. 10 000 morts en Algérie, comme à Paris, comme en Allemagne. Je n'ai interrompu personne, merci de ne pas m'interrompre. Oui, dites, avec ce que j'ai entendu, j'ai de la marge. Mais laissez-moi parler, respectez un peu la parole des autres, même si la vôtre est naturellement imminente. 10 000 morts. À Paris, puisqu'on parle de Paris, à Paris, les commissariats de police, depuis 1959, sont protégés par des sacs de sable. À Paris, où le général de Gaulle a entamé le procédé, la procédure qui va conduire à l'indépendance de l'Algérie, non sans mal, même à l'intérieur de la droite, même à l'intérieur de son camp. Et c'est son courage et son génie politique d'avoir dit, imposé, qu'il fallait aller vers un processus d'autodétermination et d'indépendance. Mais à Paris, les luttes sont comme ça. Il y a des attentats tous les jours. Vous parlez du 17 octobre, mais pardon de dire que les chiffres que vous citez, 200 morts du 17 octobre, c'est le livre que je connais parfaitement, de Hénaudi, La bataille de Paris, où il dit d'ailleurs 246. Et on a fait depuis, et avec lui et en contradiction, un décalage qui fait qu'en réalité, il décompte, allez, on va simplifier, les morts, parce que malheureusement il y en a tous les jours, de l'ensemble du mois d'octobre, et pas que du 17 octobre. Mais souvenons-nous aussi, en sens inverse, souvenons-nous, mais je suis disposé, moi, je ne sais pas moi qui décide, mais moi je suis plutôt pour qu'on ouvre les archives. L'historien que je suis est entièrement d'accord là-dessus, qu'on ouvre et qu'on fasse une étude objective en regardant qui a fait quoi et dans quelles conditions. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord pour que la vérité historique soit dite. Ouvrons les archives, regardons ce qui a été donné comme instruction. Parce que vous dites, Monsieur Laurent, oui, le préfet de police dit pour un coup porté, 10 seront rendus.
Pardon, il n'a pas dit ça comme instruction, je le dis quand même à l'Assemblée, il n'a pas dit ça comme instruction à la police pour le 17 octobre. Il a dit ça le 2 octobre 1961 aux obsèques du brigadier-chef Demoin qui avait été assassiné par le FLN. Alors que le ministre de l'Intérieur dise, ou le préfet de police dise aux obsèques d'un policier tué par le FLN, eh bien oui, je veux protéger la police. Pardon de vous rappeler, parce qu'il ne faut pas faire l'histoire à sens unique. Les syndicalistes policiers de l'époque, qui sont souvent des syndicalistes policiers plutôt classés à gauche. Il y avait déjà à l'époque Monat, le fameux Gérard Monat, qui était déjà un syndicaliste policier et qui lui aussi disait il faut protéger la police. Entre le 29 août et le 2 octobre 1961, 33 attentats du FLN contre la police. 33, 13 morts, 13 policiers tués, plusieurs dizaines de blessés. Voilà le climat. Alors, non, mais vous dites alors, et vous pensez sincèrement que c'est dans un climat serein et que d'un coup il y aurait eu un déchaînement policier lié à rien? Enfin, c'est évident. Vous êtes en pleine guerre d'Algérie. Il y a des milliers de morts en Algérie. Il y a des assassinats tous les jours à Paris. Il y a des attaques contre la police tous les jours à Paris. Tous les jours. Et des policiers meurent. Et plein de policiers sont blessés. Et des familles. Et c'est la lutte entre l'OS, qui n'épargne pas le régime gaulliste, le FLN, le MNA, et tout cela, tous ces extrémistes, quelque part, tous ceux qui commettent des attentats, tuent. Et quand ils tuent des policiers, d'abord, parce que c'est la police qui est visée. Et les commandos du FLN ont reçu des instructions très claires pour viser d'abord la police. Et vous savez parfaitement, il ne faut pas réécrire l'histoire, vous savez parfaitement qu'on a un vrai sujet, et j'espère que les archives le montreront quand on ira dedans, entre le GPRA, qui dit, à un moment, on demande une trêve jusqu'à la fin des négociations avec le gouvernement français pour aboutir à l'indépendance, et la Fédération FLN de Paris, de Mohamed Dirazek, qui dit non, nous continuons. Le GPRA demande aux Français musulmans de respecter le couvre-feu qui a été effectivement installé à Paris pour empêcher les attentats, et le FLN refuse le couvre-feu et demande à ce que les attentats se poursuivent. Voilà la réalité. Alors après, ça c'est la vérité. Après, vous pouvez dire, est-ce qu'il y a eu le 17 octobre des débordements? Est-ce qu'il y a eu le 17 octobre des actes, non mais attendez, des actes policiers qui n'auraient pas dû être faits? Mais d'ailleurs, il y a plusieurs rapports de police de l'époque qui disent, il y a même un rapport, pour ne rien cacher, de Gérard Monat lui-même, puisque les syndicats de police étaient à l'époque extrêmement forts, et Gérard Monat fait un rapport où il signale point par point un certain nombre de débordements ou de dérapages ou d'actes policiers qu'il qualifie lui-même, syndicaliste policier, d'inacceptables. Et des sanctions vont être prises par la suite. Donc, on n'a pas découvert, il ne faut pas venir nous dire qu'est-ce que c'est, il y a d'un coup un crime d'État, comme je l'ai vu écrit dans certains journaux. Et pardon de dire que j'ai lu hier ou avant-hier, dans Le Monde, un interview où on dit, eh bien, Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de l'État de Vichy, de l'État français. Il faut reconnaître la responsabilité de l'État français en 1961. Non, mais c'était écrit noir sur blanc dans l'interview dans Le Monde. C'était écrit comme ça. Pardon de vous dire que je trouve hallucinatoire. Franchement, je le dis à tout le monde, gauche-droite. On ne peut pas mettre ça sur le même plan. Vous ne pouvez pas dire le régime de Vichy, que moi je considère comme un régime totalement illégitime, qui a collaboré, qui a fait en sorte de mettre à la disposition de l'Allemagne et des régimes nazis la police française et l'ensemble de les structures françaises, et dire qu'il faut dans le même temps et dans la même comparaison reconnaître la responsabilité de l'État français en 1961. En 1961, peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec ce qui était majoritaire à l'époque, mais le général de Gaulle était président de la République, les élections législatives avaient conduit à une majorité UNR, d'ailleurs élargie, puisqu'ils n'auront la majorité pure qu'en 1962, mais ce sont les institutions légales, légitimes, des gouvernants qui ne sont pas des gouvernants de rencontre et des gouvernants qui ne sont pas imposés par l'ennemi. Et la police, Monsieur Laurent, je comprends ce que vous dites quand vous dites, je trouve inacceptable de parler de la police de la République. Mais oui,
Et oui, parce que, pardon de vous rappeler, mais regardez même les résultats, parce que ça aussi c'est dans les archives. Et ça, il n'y a pas besoin, ce n'est pas les archives secrètes. Les résultats des élections syndicales dans la police au début des années 60. La gauche fait 80%. Non mais la gauche fait 80%. C'est quoi ces policiers? D'où ils sortaient ces policiers? Ils votaient à 80% pour les syndicats de gauche, et puis d'un coup on les met dans une manif, ça devient des espèces de monstres? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et les ordres, mais je souhaite qu'on trouve, parce que tout ce que l'on en sait des instructions données entre le 2 et le 17 octobre par Maurice Papon, vous n'avez aucun ordre qui soit et qui dépasse les limites de la République. Aucun. Et vous pouvez regarder, on a l'instruction du 17 au matin, où il demande à ce que les gens soient respectés, où il dit « Je demande à la police de maintenir l'ordre, le calme, la sécurité, mais je lui demande de respecter les individus qui manifestent, etc. » Donc, qu'ensuite vous disiez, il y a eu, sur les ponts, il y a eu un certain nombre de dérapages, etc. Mais des morts, bien sûr, des morts. Mais des morts. Mais enfin, madame, dans l'histoire politique en France, combien de manifestations où il y a eu des morts? Mais non, mais, madame, je vous interromps pas. Hein, bon, oui, non, mais ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a pas de, dans des moments insurrectionnels, dans des guerres comme la guerre d'Algérie, bien sûr qu'on aurait préféré qu'il n'y ait pas un mort. Dans les grèves insurrectionnelles de 1947, il y a des morts. Et Jules Mock a créé les CRS. C'est un ministre socialiste qui crée les CRS. Pour les grèves insurrectionnelles de 1947, demandez à ce qu'on reconnaisse les crimes de M. Jules Mock. Enfin, à un moment, il faut respecter l'histoire et ne pas la dénaturer. Moi, je vous dis simplement qu'on ouvre les archives, parfait. Que chacun assume, après une étude historique objective, parfait. Que les choses soient faites dans la clarté, et l'historien que je suis en sera ravi, parfait. Qu'on ait accès à tout, qu'il n'y ait plus de documents classés, surclassés, pour qu'on n'y ait pas accès. Je suis entièrement d'accord. Mais lorsqu'on aura fait le point, lorsqu'on aura fait la vérité, alors on verra que la République, en 1961, il y a sans doute eu, il y a évidemment eu, puisqu'il y a des morts, il y a eu des dérives, il y a eu des dérapages, il y a eu des bavures, comme on dit. Mais au-delà de ça, est-ce que pour autant, il faut mettre en cause la responsabilité de la République? Est-ce que pour autant... Mais non! Sinon, vous mettrez la responsabilité de la République en cause chaque fois qu'il y a un dérapage, chaque fois... Mettons en cause les responsabilités de ceux qui ont dérapé. Voyons dans quelles conditions ça s'est passé. Mais si les instructions du préfet de police ne sont pas d'une nature qui dépasse la légalité républicaine, qu'est-ce que vous allez mettre en cause? En vrai, allons, les instructions du ministre, les instructions du préfet de police ne sont pas des instructions qui outrepassent et qui violent les lois de la République. Voilà la vérité. Pardon? Monsieur Assouline, si j'y avais été, je vous l'aurais dit. Mais sincèrement, je dois dire, c'est facile, sous les dorures du Sénat, d'oublier qu'en 1961, les commissariats explosent, les policiers sont abattus, il y a la guerre civile, il y a en Algérie des milliers, des dizaines de milliers de morts, parce que j'aimerais vous entendre aussi sur tous les massacres, sur toutes les responsabilités des harkis et des autres, tout le monde, et il faudrait la vérité sur tout, et je souhaite la vérité sur tout, et qu'on ouvre les archives sur tout. Mais pour autant, ne dites pas qu'il faut reconnaître la responsabilité de la République, parce que quelque part, vous mettez en cause les institutions de la République, et quelque part, vous mettez en cause, oui, je le dis, comme Christian Jacob, la police républicaine, et à l'époque, c'était franchement une police républicaine très marquée plutôt de votre côté que d'une autre. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, et c'est... Mais non, mais moi je ne cherche pas, je vous dis seulement que mettre en cause la police en 1961, ça n'a pas de sens. Eh bien oui, eh bien c'est très bien, mais c'est ce qu'on dit. Eh bien donc ne la mettez pas en cause. Si la police est républicaine, ne la mettez pas en cause. Oui, bien sûr, on va faire des demandes d'excuses à la police maintenant. La France, franchement, est un pays où on ne peut pas dire que l'histoire ait toujours été d'une sérénité totale. On ne peut pas dire. Bon, de tous les côtés et dans tous les camps.
il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de sang, beaucoup de malheur, beaucoup de misère. Mais cette République et cette histoire, c'est la nôtre. Si vous cherchez chaque fois et à chaque épisode à trouver des responsables et à mettre en cause la responsabilité de la République, alors je vous le dis sincèrement, la République, elle est bien mal partie. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur David Assouline. Oui, malheureusement, je vais avoir un temps bref qui ne peut pas vous restituer ce que je sais, ce que j'ai appris sur cette époque et notamment sur ces faits, puisque, comme historien, j'ai travaillé plusieurs années sur cette manifestation et cette répression. Quand c'était une chape de plomb, on ne pouvait pas accéder aux archives, il y avait des témoignages vivants de ceux qui l'avaient subi, de ceux qui courageusement avaient tout de suite témoigné. Et il y a Hervé Bourges, il y a ceux qui ont été cités tout à l'heure à la tribune, il y a eu des débats ici. Gaston Defferre, ici, a demandé une commission d'enquête et ça avait été rejeté. Et ensuite, il y a eu au moins 30 ans sans qu'on en parle, par une extrême gêne qui a envahi toute la classe politique et tous les acteurs qui avaient du mal à appréhender cet événement, parce que, à l'inverse de ce que vous dites, Monsieur Karouchi, et c'est ça la singularité, c'est qu'il y avait une guerre qui tirait à sa fin. Mais ce soir-là, à Paris, on s'était pressé à l'inauguration du rayon bonneterie de la Samaritaine. Les gares étaient engorgées parce qu'il y avait une grève de la SNCF. Le soir même, il y avait des milliers de badauds qui allaient au cinéma, qui allaient au spectacle, qui mangeaient au restaurant tranquillement. On s'inquiétait du sort de Johnny Hallyday parce qu'il venait d'avoir un accident de voiture. Et donc cette guerre d'Algérie, oui, qui faisait tant de malheur. À Paris, il y avait une vie qui continuait, une république, une police républicaine, des institutions, des débats démocratiques. Et dans cette situation, quand 20 000 personnes venant des bidonvilles et des quartiers populaires de la région parisienne viennent fouiller à la sortie des bidonvilles pour qu'il n'y ait pas une épingle à cheveux dans leurs pantalons, pour qu'ils soient sûrs qu'il n'y ait aucune provocation, pour protester contre un couvre-feu imposé par Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde sous Vichy, et qui est un couvre-feu particulier, Monsieur Karouchi, parce qu'il ne touche pas la population parce qu'il y a la guerre. Il touche uniquement les Français nord-africains, parce qu'ils sont français. Et donc, pour un policier, appliquer ce couvre-feu, ça ne peut se faire qu'au faciès, à la couleur de la peau, à l'impression que l'on a qu'il est maghrébin, d'origine, mais français. Et donc, pour protester contre cela, il y a une manifestation. On a jeté dans la Seine, on a fracassé des crânes avec des crosses, et pas seulement des bidules. Et c'est pas fini derrière. Il y a eu ces 15 000 arrêtés. Entre 13 et 15 000, c'est le bilan officiel. Vous rendez compte? La police elle-même ne sait pas à ce moment-là combien elle en a arrêté. Entre 13 et 15 000 sur 20 000 manifestants, c'est le bilan officiel. Et ça continue dans les endroits où ils ont été arrêtés. Dans le Figaro, dans plusieurs journaux, de toute obédience, il y a des journalistes qui témoignent, il y a les traces de ce qu'ils voient être une horreur. Et c'est pour cela aussi que ça a été enfoui dans la mémoire collective. Parce que tout le monde a un peu vu. Et c'est resté en dessous. C'est pas seulement les méchants là-haut qui éteignent le feu. C'est que dans une France républicaine, ça a pu se produire. Et la première leçon, Monsieur Karouchi, que l'on doit en tirer, c'est que des fois, il y a des basculements de régime. Et c'est clair, il y a Vichy, il y a les résistants. Et d'autres fois, dans l'histoire de notre vie démocratique, il y a en notre sein même des dérapages possibles. Et le reconnaître à un moment donné, c'est un appel à la vigilance de tous les instants pour que dans notre démocratie, nous restions vigilants par rapport à ça. Alors, vous allez me dire, et les morts d'ici et de là, mais voyons, on est au Sénat.
On ne s'envoie pas les morts à la figure. Les civils tués en Algérie, disparus. Il faut une reconnaissance ou sinon la blessure ne se referme pas. Les harkis, il faut cette reconnaissance parce que sinon la blessure continue. Pourquoi, 51 ans après, nous sommes encore dans cette situation à devoir en discuter de façon passionnée à cause du fait qu'il y a des chape de plomb? Si c'était dit, la vérité apaise les blessures, permet de tourner les pages, permet la paix, permet de se tourner vers l'avenir. Et c'est cette reconnaissance qu'a fait le président de la République. Et il n'a pas montré une faiblesse de la République, il a montré sa force, la force de ses valeurs. Quand on dit la vérité, et toute la vérité, ici ou là, doit être dite, à ce moment-là, on peut envisager l'avenir, on peut soigner réellement les blessures. Et on peut, Monsieur Karouchi, faire quelque chose d'indispensable. Ne laisser aucune prise à ceux qui instrumentalisent ces moments de blessure et ces haines pour les alimenter et pour enfermer les uns et les autres dans des fausses identités. Parce que dans cette histoire, l'histoire a été racontée à des petits-enfants, à des enfants, et ils ont lu dans les livres que ça n'était pas raconté, que dans leur histoire, c'est l'histoire de France, cette chose était oubliée. Et bien entendu, ça reste comme quelque chose, comme un non-dit, comme quelque chose qui empêche. Or, aujourd'hui, la République a besoin de se rassembler clairement, de se rassembler avec force. Aucun événement, si vous reconnaissez ces morts, si vous les reconnaissez, vous l'avez fait ici, ça n'a pas toujours été le cas, eh bien, je peux vous dire que c'est déjà un grand pas. Je veux finir sur cette vérité historique, tout ce que vous avez décrit de l'ambiance, des tués, policiers, etc. Mais bien sûr, c'est ça qui peut expliquer qu'après, il y a une telle sauvagerie. Mais il y a des responsables qui sont là, y compris si ça dérape, si on ne se tient plus, si on se met à faire n'importe quoi parce qu'on est pris dans la folie d'une action. Ça a duré des heures. Il y avait un préfet de police chez lui, une salle de commandement, où on sait ce qui se passe dans le moindre recoin de la capitale. Alors, au moins, si on n'a pas donné l'ordre de le faire, on peut arrêter que ça se fasse. Alors, je veux vous dire, arrêtez. J'ai travaillé là-dessus. Il y a des archives officielles qui ont été sorties, où il est établi qu'il y a eu plusieurs dizaines de morts. Or, le bilan officiel, c'est 9 blessés légers du côté des forces de l'ordre. Vous connaissez une manifestation où des deux côtés ça dégénère, on se fout dessus de partout, et donc il n'y a pas de responsable, comme a dit M. Guénaud, où il y a 15 000 arrestations, des dizaines de morts d'un côté et 9 blessés légers du côté des forces de l'ordre. Même aujourd'hui, ce serait impossible, bien entendu, sans qu'il y ait mort. S'il y a 15 000 arrestations, je pense qu'il y aurait plus de turbulences. Donc, sur les faits, comme sur le sens de ce qui nous est demandé aujourd'hui, arrêtons de s'envoyer les morts des uns ou des autres. Tous les morts méritent reconnaissance. Tous. Et c'est comme ça qu'on passe à autre chose, que la paix se fait, que la fraternité se fait, que l'unité de la République se fait. Et en votant cet article unique, très bref, qui nous est proposé, sans partager forcément tous les attendus qui ont été exposés ici, mais sur cet article unique, la reconnaissance officielle, elle a été faite par le président de la République la semaine dernière. Les archives doivent continuer à être ouvertes pour qu'on puisse établir plus précisément les faits. Mais ce que l'on sait déjà, mériter ce geste, mérite pas du tout de polémique là-dessus. Et je vous le dis, on mériterait tous à se rassembler quand il s'agit de faire ça pour les uns et pour les autres et pour l'avenir. Merci. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Guy Fischer. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Après les propos de Pierre Laurent, je ne reviendrai pas sur son argumentation qui témoigne, s'il en était besoin, de la nécessité de reconnaître, même 51 ans après, la responsabilité de l'État français dans l'une des plus terribles tragédies engendrées par le fait colonial. Je n'y reviendrai pas, sinon pour m'autoriser un témoignage personnel. Trop jeune pour partir en Algérie, j'avais 18 ans en 62, je n'en ai pas moins à l'époque milité pour la fin de cette guerre, de toutes les guerres coloniales, et pour la paix en Algérie. Si, comme je le pense, nous adoptons après-demain la proposition de loi faisant du 19 mars la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, j'aurais vécu en la même semaine un double point d'orgue à un combat que j'ai toujours mené en tant que militant, puis en tant que parlementaire. Cela me ramène à la source de mon engagement, ma prise de conscience d'adolescent à partir de la guerre d'Algérie, qui a marqué mon histoire personnelle et fait pour moi du combat anticolonialiste un repère à jamais incontournable, ineffaçable. À partir de là, j'ai toujours été déterminé à combattre non seulement le déni du passé colonial de notre pays, mais y compris ses prolongements que sont, par exemple, la poursuite du pillage des richesses naturelles des anciennes colonies, comme la recrudescence des agissements des tenants de l'Algérie française et des nostalgiques de l'OAS. J'ai vécu très concrètement le négationnisme d'État au cours de mes mandats de sénateur, en quelques circonstances symboliques qui m'ont particulièrement marqué. Je pense au temps et à l'énergie qu'il aura fallu, aux nombreuses propositions de loi déposées par mon groupe, pour obtenir enfin, un soir du 5 octobre 1999, l'adoption d'une proposition de loi remplaçant le vocable d'opération par le terme « guerre d'Algérie ». Je pense aussi à la tristement célèbre loi du 23 février 2005, que le groupe communiste du Sénat a été bien seul à dénoncer, à son article 4, heureusement retoqué par le Conseil constitutionnel, qui gravait dans le marbre de la loi les bienfaits de la colonisation. Comment ne pas citer Henri Alleg, qui écrivait récemment « L'anticolonialisme aujourd'hui, c'est le refus de toute réécriture officielle du passé colonial. C'est le combat contre la soumission des peuples. Ce combat, c'est aussi celui du peuple palestinien martyr, des Français des Antilles, toujours sous la domination économique sans partage, des descendants des colons esclavagistes et de tant d'autres, hommes et femmes. J'y suis allé, monsieur Karouchi, j'ai vu, et je pourrais vous citer le nom des familles qui, de génération en génération, depuis plus d'un siècle, se transmettent le pouvoir économique et politique, auquel le néocolonialisme dénie aujourd'hui encore le droit élémentaire à disposer d'eux-mêmes. Si je refuse que l'on oublie les milliers d'Algériens qui furent arrêtés, battus, torturés, assassinés par la police française sous les ordres de Maurice Papon, préfet de police lui-même, couvert par le gouvernement, de même je refuse que l'on abandonne tous ceux qui se débattent encore sous d'implacables jougs hérités d'un autre temps. Un demi-siècle après, ce que je ne suis pas seul à dénommer un crime d'État, je me félicite de constater que nos combats de plusieurs décennies ont porté leurs fruits. Le voile du silence et de l'oubli s'est enfin déchiré. Il reste à présent à obtenir de notre nouveau gouvernement la reconnaissance plus globale de la responsabilité de la France dans les guerres coloniales qu'elle a menées, particulièrement en Algérie, avec son cortège d'horreurs. Car un travail historique et un travail de mémoire s'imposent pour cette période, y compris et surtout sur ces zones d'ombre. C'est en effet à ce prix que pourraient disparaître les séquelles les plus graves de la guerre d'Algérie, le racisme et les discriminations dont sont victimes encore aujourd'hui
les ressortissants d'origine algérienne, du Maghreb ou d'anciennes colonies. Et j'ai été élu pendant 26 ans conseiller général des Minguettes, où la communauté algérienne, française d'origine algérienne, est largement majoritaire. C'est pourquoi notre proposition de résolution évoque non seulement la reconnaissance officielle du crime commis par l'État français le 17 octobre 61, mais également la création d'un lieu de souvenir à la mémoire de ces victimes du colonialisme. Sur ces questions, j'étais confiant. J'avais en effet, avec ma collègue Nicole Borvo-Cohen-Seat, adressé un courrier au président François Hollande, c'était en juillet de cette année, à propos de la reconnaissance du passé colonial de la France et de ses tragiques conséquences. Sa réponse, évoquant l'opportunité d'un grand traité d'amitié, m'autorisait à penser que nous étions en voie de mettre enfin un terme aux conséquences d'un très lourd passé qui empoisonne les relations entre les deux rives de la Méditerranée. Quelle ne fut toutefois pas ma surprise de constater qu'était toujours d'actualité une initiative pour le moins en contradiction avec la volonté présidentielle affichée. Écoutez bien, Monsieur le Ministre, je veux parler du transfert des cendres du général Bijard au mémorial de Fréjus. Il semblerait que le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, n'ait pas renoncé à commettre cet acte inconsidéré, et je suis mesuré. Honorer la mémoire de l'un des tortionnaires zélés des pages les plus noires des guerres d'Indochine et d'Algérie, à mon sens, cela mérite réflexion. Je voudrais ici témoigner de l'incompréhension de mes amis, membres de comités luttant depuis des années pour la reconnaissance de la tragédie du 17 octobre 61. Notre joie a été gâchée, disent-ils. Nous ne comprenons pas que l'on avance d'un pas et que l'on recule de deux dans le même temps, comme je les comprends. Car la mémoire assumée ne peut se concevoir que comme un tout. On ne peut pas prétendre reconsidérer sur des bases saines les relations d'amitié entre deux peuples sans considérer les événements dans leur globalité. Reconnaître la responsabilité de l'État français le 17 octobre 61 d'un côté, oublier les massacres de Sétif en 1945, les morts du métro Charonne, la disparition du mathématicien communiste Maurice Audin, le tragique abandon des harkis, la misère des rapatriés, l'OAS et ses exactions. Non, cela ne se peut. J'ose donc espérer que la raison l'emportera, et je suis signataire avec plusieurs personnalités d'horizons très divers d'un manifeste contre le rapatriement des cendres du général Bijard. Je conclurai en vous appelant, mes chers collègues, à œuvrer ensemble pour une réponse cohérente et globale aux attentes des populations qui, des deux côtés de la Méditerranée, aspirent depuis si longtemps à la construction d'une solide et saine amitié qui nous acquitte d'un passé dont les conséquences n'ont que trop perverti les chances d'un futur apaisé. Merci. Merci, Monsieur Guy Fischer. La parole est à Monsieur Yves Pozzo di Borgo. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 17 octobre 1961, la France était en guerre. Cette guerre est encore pudiquement appelée crise algérienne. Sans doute voulait-on masquer le fratricide derrière la sémantique pour ne pas voir à quel point nous nous déchirions avec un pays qui a partagé notre destin national pendant près de 150 ans et qui est toujours notre voisin. Cette guerre reste une plaie béante dans notre histoire. Nombreuses sont les familles en France comme en Algérie qui ont été frappées par le tragique de l'histoire. Les événements du 17 octobre 61 sont sans conteste l'un des épisodes les plus dramatiques que les circonstances de l'époque ont infligé aux Français et aux Algériens. Cet épisode n'est pas le seul. Des massacres, il y en a eu beaucoup. Aucun n'est justifiable, quelles que soient les circonstances. Alors certes, il y a la guerre, mais derrière cette raison, la réalité est bien plus sordide.
Sétif en 1945, la Toussaint sanglante en 1954, Constantine en 1955, l'opération d'Alger ensuite, et combien d'autres attentats de l'OAS, en France et en Algérie, la torture en Algérie, le massacre des Harkis, et bien d'autres. La guerre d'Algérie confronte encore les mémoires 50 ans après les accords d'Évian. Toute la lumière n'a pas été faite pour permettre au deuil, à l'oubli et au pardon de combler cette large blessure pour nos deux peuples. Sans doute faut-il laisser le temps faire son travail. Or, ce travail est-il le nôtre ou est-il plutôt celui, mes chers collègues, celui des historiens? Le Parlement, bien qu'il représente le peuple français, n'est pas le tribunal de l'histoire. Je ne crois pas qu'il nous revienne de décider de ce qui devrait être retenu de notre passé. Ce travail est avant tout celui des historiens, celui des scientifiques indépendants, dont la tâche est de nous mettre face à la réalité factuelle de l'histoire et pas devant une quelconque pulsion mémorielle. Cette justice n'est pas la nôtre. Elle n'est pas de notre ressort, du moins pas d'une manière aussi unilatérale. Mes chers collègues, les lois mémorielles ont souvent conduit le Parlement à sortir de son rôle dans sa qualité de législateur. La présente proposition de résolution sollicite notre rôle tribunicien, mais en aucun cas la Constitution ne nous donne compétence en matière historique. Si la loi ne dispose que pour l'avenir, il semble aller de soi que les résolutions soient des prises de position pour l'avenir et pas l'ersatz de l'atelier de l'historien. Nous pouvons saluer l'initiative du groupe communiste qui nous permet ainsi de poser les premiers jalons de ce qui aurait dû être un grand débat national sur les commémorations. Nous pourrions également nous satisfaire de ce que cette initiative ait su si rapidement trouver l'oreille du président de la République. Pour autant, je ne peux m'empêcher, et mon groupe avec, de regretter que la requête formulée par cette résolution, mes chers collègues, se soit achevée par un simple communiqué de presse où l'Élysée nous annonce laconiquement que la France reconnaît avec lucidité sa responsabilité devant les événements du 17 octobre 1961. J'ai pourtant la ferme conviction qu'on n'est jamais aussi lucide que lorsque l'on est deux. Cette initiative aurait dû faire l'objet d'un vaste débat national, soit. Mais ce débat aurait dû aussi se faire en association avec nos amis algériens. En effet, la douloureuse question des mémoires de la guerre d'Algérie ne saurait être unilatérale. Plus de 150 Européens, pour prendre un exemple, auraient été tués par le FLN lors de la première phase du massacre de Constantine en 1955. En 1955, le massacre de Mezouza a été rasé. Ses 315 habitants, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés par le FLN. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient des indépendantistes du MNA favorables à Messali Hadj. Voilà l'absurdité de l'histoire. Pourquoi ne commémore-t-on pas non plus ces drames? Qui se souvient de ces victimes? N'ont-elles pas elles aussi droit au souvenir? On ne saurait demander la reconnaissance du 17 octobre sans demander à l'Algérie d'effectuer ce même travail sur elle-même. Il faut être deux pour faire une guerre. Et nombreuses sont les familles françaises à avoir été frappées et les familles algériennes à été frappées parce qu'il s'est produit il y a plus d'un demi-siècle au sud de la Méditerranée. Cette question, si elle est légitime, n'aurait pas dû être traitée de cette manière. Il ne s'agit pas de nous satisfaire dans notre coin d'avoir reconnu nos torts et de nous complaire dans une certaine autosatisfaction. Il ne s'agit pas non plus d'inaugurer une quelconque stèle pour y déposer des fleurs à la faveur du calendrier commémoratif. Nous pourrons le faire en Conseil de Paris, mais pas au Parlement. Le gouvernement a été vertement critiqué pour son goût prononcé pour les commissions. Or, je trouve, mes chers collègues, que s'il y a bien un sujet sur lequel le gouvernement aurait eu bien raison de mettre en œuvre cette méthode, c'est bien sûr cette question des reconnaissances et des commémorations. Ainsi, mes chers collègues, les sénateurs du groupe d'Union centriste, dans sa grande majorité, ne sont pas favorables en l'état à cette proposition de résolution. Nous demandons en revanche à ce qu'une large concertation soit organisée en association avec l'Algérie, par le biais du groupe d'amitié ou d'autres. C'est seulement en avançant ensemble, dans la réciprocité et dans le parallélisme, que nous parviendrons peut-être à trouver chacun de notre côté de la mer les justes mots vers la route du pardon mutuel. C'est la seule voie raisonnable, enfin, de rendre justice à l'ensemble des victimes de toutes les exactions commises pendant cette guerre. C'est la seule voie possible pour parvenir à rendre une justice, même toute symbolique, aux familles françaises et algériennes qui continuent de part et d'autre, de la mer et du siècle, à souffrir des zones d'ombre, des mensonges d'État des deux côtés et du sang inutilement versé. Dimanche dernier, Jean-Louis Borloo a lancé un appel aux progressistes et aux patriotes tolérants.
Dans un monde qui change, les représentations de l'histoire changent également. Nous devons tendre la main à nos amis algériens dans la voie du rassemblement et de la pacification. Rappelons-nous, et je terminerai par cette phrase, ces mots écrits par Albert Camus dans une lettre à un militant algérien de 1955. Je suis ému parce que je suis touché à ce champ d'affaires. L'essentiel est de maintenir, si restreinte soit-elle, la place du dialogue encore possible, et pour cela, il faut que chacun de nous prêche l'apaisement au sien. Si vous autres, démocrates arabes, faillissez à votre tâche d'apaisement, notre action à nous, Français libéraux, sera d'avance vouée à l'échec. Je vous ai remercié. Excusez-moi de l'émotion. Merci, Monsieur Yves Bozo-Di-Borgo. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Robert-Rue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il aura fallu 51 ans pour que la France, par la voix du Président de la République, reconnaisse la sanglante répression du 17 octobre 1961, dont ont été victimes de nombreux Algériens qui manifestaient pacifiquement pour l'indépendance de leur pays colonisé. Cette reconnaissance était un engagement du Président de la République. Le voici tenu. Je m'en félicite vivement. Je ne reviens pas ici sur la description des événements. Chacun en connaît la teneur. Ça a été largement évoqué et bien évoqué. Et c'est aux historiens que revient ce travail de mise en lumière et de clarification des faits. Combien de morts, de blessés, de tabassés, de noyés, des dizaines, voire des centaines, cette tragédie est encore entourée d'un silence qui ne pourra être rompu que par l'ouverture des archives, et notamment celle de la police et de la justice. Si les crimes ont été reconnus, il n'en demeure pas moins que les criminels ne sont, eux, toujours pas identifiés. Je ne souhaite pas ici exposer les faits qui sont connus de tous. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce que ces faits démontrent et ce qu'ils engendrent. Cette proposition de résolution nous renvoie ainsi à notre propre histoire. Pendant des décennies, la France a préféré mettre ces événements sous le tapis. Nous le savons tous, l'histoire de France foisonne d'événements tragiques, comme elle foisonne aussi d'épisodes de fierté et d'émancipation. Mais il serait illusoire de penser que notre pays peut aller de l'avant en maquillant son histoire, en dissimulant ce qui le gêne. Mes chers collègues, il faut regarder les choses en face. C'est l'honneur de la France que de reconnaître ses erreurs. J'entends bien sûr la droite et l'extrême droite s'indigner et vociférer contre je ne sais quelle repentance. Mais, mes chers collègues, qu'y a-t-il de si honteux, de si déshonorant à regarder la réalité en face? Car c'est cela qui importe. Reconnaître la vérité, sans repentance, sans flagellation, au nom de la mémoire. Nous le devons aux victimes et à leurs familles. Certes, tout ceci a eu lieu dans le contexte de la guerre, une guerre que les autorités au pouvoir refusaient d'appeler par son nom. La guerre, par définition, entraîne des drames. Comme pour toute guerre, il ne nous revient pas aujourd'hui ici de remplacer le travail des historiens, mais il s'agit simplement de reconnaître des faits, des crimes qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Nous connaissons tous l'ambiguïté de la droite dès qu'il s'agit du système colonial, son naturel idéologique de vouloir justifier les drames et les crimes qu'il a engendrés en tentant parfois, sans y parvenir, de légiférer sur les aspects positifs de la colonisation. Nous connaissons aussi la véritable nostalgie de l'extrême droite
à l'égard de cette période dramatique qui n'honore pas notre pays. Au lieu de vouloir justifier ce qu'il faut bien appeler un comportement néocolonial, il conviendrait surtout de rappeler aux jeunes la réalité, qu'elle soit du fait de la France ou non, et surtout d'ennoblir ce grand principe qu'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je vois bien qu'à droite, les tentations sont fortes de maintenir un mythe de la colonisation positive et pour diviser nos concitoyens sur notre histoire commune. Les propos affligeants, je le dis, de messieurs Jacob et Fillon, fustigeant un soi-disant discours de culpabilité de François Hollande, n'ont rien à envier aux propos du Front National dont la présidente affirme que la France se trouve salie par la reconnaissance de ces faits historiques. Nous le voyons encore avec ce débat aujourd'hui, la France a du mal avec son passé colonial. Il est pourtant nécessaire d'assumer ce passé et de le regarder sereinement, en toute lucidité, afin d'aller vers l'avant. Je considère, par exemple, à bien des égards, que nous ne pourrons jamais refermer la page de la France-Afrique tant que nous laisserons perdurer des zones de flou dans notre histoire commune avec ce continent. Car si nous voulons vraiment enfin tourner la page, comme l'a déclaré le président de la République à Dakar le 12 octobre dernier, et c'est son honneur, il nous faut d'abord ne rien oublier. Il est ainsi important de pouvoir disposer d'un lieu du souvenir, comme le propose le texte qui nous est soumis. Si la République reconnaît avec lucidité ses erreurs, c'est d'abord pour regarder notre avenir commun avec l'Algérie, habité du respect mutuel, de solidarité utile et de volonté affirmée d'une coopération sincère. Le déplacement du président de la République en Algérie en décembre prochain doit marquer une nouvelle ère dans les relations franco-algériennes. Je souhaite également que la coopération soit renforcée. Nous savons aussi que la solidarité franco-algérienne est nécessaire pour la sécurité de nos peuples respectifs et pour la stabilité d'une grande partie du monde, et particulièrement aujourd'hui au Sahel et au Mali. L'Algérie est un grand pays souverain avec lequel, plus que jamais, la France et l'Europe doivent compter. Il est temps que notre pays tisse des liens de confiance avec l'Algérie. Notre passé est douloureux. Il faut maintenant tout faire pour que notre avenir commun soit celui d'une grande et durable amitié. Telles sont, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, telles sont les raisons qui conduira une majorité des membres du groupe RDSE à voter cette proposition de résolution du groupe CRC. Merci, Monsieur Robert-Hue. La parole est à Madame Esther Benbassa. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la déclaration de François Hollande le 17 octobre 2012 reconnaissant la répression sanglante de manifestants algériens 51 ans plus tôt a été accueillie à gauche avec soulagement, même si nous pouvons regretter aujourd'hui l'absence du ministre de l'Intérieur dans cet hémicycle. Étroitement organisé par la Fédération de France du FLN, encadré par de strictes consignes de discipline pour éviter tout débordement, la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 réunissait aux côtés des hommes de très nombreuses femmes, ce qu'on oublie de dire. Elle visait à faire prendre conscience à la population de la férocité de la répression policière s'abattant sur les travailleurs algériens. Enlèvements et assassinats se succédaient sans relâche, à quoi, depuis le 6 octobre, un décret discriminatoire du préfet de police avait ajouté l'interdiction aux seuls Algériens de sortir après 20 heures dans la région parisienne. Ce préfet n'était autre que Maurice Papon, celui-là même qui, on le saurait plus tard, avait déporté 1600 Juifs en juillet 1942 et juin 1944 de Bordeaux à Drancy. Tous partiront à Auschwitz.
Devenu préfet de police de la Seine, c'est lui qui avait organisé cette véritable guerre contre les immigrés algériens avec l'appui du Premier ministre d'alors, Michel Debré. Un des premiers documents relatant la sanglante répression du 17 octobre 1961 est le reportage préparé pour le journal Libération de l'époque, première version, par Paulette Péju. Publié intégralement sous sa signature et sous celle de son mari Marcel Péju dès novembre 1961 aux éditions Maspero, accompagné de clichés intitulés « Ratonnade à Paris ». Ce document fut aussitôt saisi par la police, comme d'autres ouvrages qui paraîtront plus tard. Marcel Péju, donc un de ces auteurs de cet ouvrage, lui-même journaliste, raconte, je le cite, « Le soir du 17 octobre 1961, en compagnie de Claude Lanzmann, nous sortions de chez Jacques Vergès, à cette époque l'un des avocats du FLN. En arrivant près de la place de l'Étoile, tandis que des CRS refoulaient brutalement un groupe d'Algériens, nous nous sommes trouvés face à un policier qui, tout seul, au milieu du trottoir, brandissait un revolver au-dessus de sa tête, éructant des injures et criant qu'il fallait fusiller Bembella. Impossible de gagner les grands boulevards où se déroulait l'une des plus importantes manifestations, férocement réprimées. Le lendemain matin, au journal Libération où travaillait ma femme, c'est toujours Péju qui raconte, je fis connaissance du photographe Élie Kagan, tout ému encore, et qui lui montrait les atroces photos qu'il avait prises. Le crime était patent. Et pourtant, comme l'écrivent les époux Péju, dès le crime commença sa dissimulation. L'historien Gilles Manseron donne 3 raisons à cette conspiration du silence. Premièrement, la négation et la dénaturation immédiate des faits par l'État français et son désir de les cacher. 2. La volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l'OAS en février 1962 recouvre celle du drame de 1961. 3. Le souhait des premiers gouvernants de l'Algérie indépendante plus tard de voir passer sous silence une mobilisation organisée par des responsables du FLN devenus pour la plupart des opposants au nouveau régime. Ce drame, comme beaucoup d'autres, montre dans quels abîmes de cruauté, de lâcheté ou d'aveuglement volontaire ou pas, le racisme, la répression et la guerre font sombrer les nations. Rares sont les héros, et souvent tardivement reconnus, et trop facilement oubliés les victimes obscures. Les premiers cris d'indignation après le 17 octobre ne vinrent d'ailleurs pas des partis, mais des intellectuels, des étudiants, des syndicats et des associations de gauche. Le 18 octobre, donc le lendemain de cette féroce répression, Les Temps modernes, la revue dirigée par Jean-Paul Sartre à l'époque, lance un appel signé par 229 intellectuels réunis en moins d'une semaine, dont Robert Antelme, déporté, ex-déporté, Sartre, Pierre Vidal-Naquet qui avait perdu sa famille à Auschwitz, l'écrivain Elsa Triolet sont du nombre. Les 23 et 30 octobre, des professeurs lisent en chaire une déclaration sur le racisme avant de commencer leur cours. Le 30 octobre, un communiqué des unions départementales, CGT, CFTC, FO de la Seine et du bureau de l'UNEF proteste contre les discriminations visant les travailleurs algériens. Malgré son anticolonialisme, le Parti communiste français de l'époque ne soutenait pas le mot d'ordre d'indépendance de l'Algérie, d'où la relative timidité de ses protestations contre le couvre-feu, comme de celles d'ailleurs des autres grands partis de gauche. Au lendemain du 17 octobre, chers amis, au lendemain du 17 octobre, bien que l'une des principales tueries se soit passée sous les fenêtres de l'Humanité, du journal L'Humanité, ce journal titrait en une sur l'ouverture du congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et omettait de publier le reportage. Oh, écoutez, hein, un peu de silence quand même.
de publier le reportage pourtant accablant de son photographe Georges Azenstark, fait en grande partie du balcon du siège du journal. Aujourd'hui, justice est presque faite. La déclaration du président de la République aidera à ce que le travail de mémoire dû aux descendants des victimes soit dûment accompli. Et la proposition de résolution présentée aujourd'hui par le groupe CRC répond légitimement à ce que je crois être la préoccupation de tous les républicains. Reste maintenant à exhumer enfin dans sa complexe épaisseur la vérité historique. Nous ne savons pas encore le nombre exact des morts et des blessés. Pour cela, le groupe écologiste demande plus que l'érection d'un lieu de mémoire. Il demande l'ouverture sans restriction des archives publiques encore disponibles ou qui n'ont pas été détruites, comme celle de l'hôpital de Nanterre, ou expurgées, comme celle de la police, ainsi que la fin de l'octroi de dérogations au compte-gouttes. Seul le travail des historiens nous permettra d'échapper aux à peu près et aux contestations indignes. Cette tâche-là est celle non des parlementaires mais des chercheurs. Notre devoir à nous ici est d'exiger que le 17 octobre 1961 trouve sa juste place dans l'histoire de notre pays. Une histoire qui, comme toute histoire, compte des pages sombres à côté de ces pages glorieuses. Le groupe écologiste, auteur lui-même d'une PPR similaire, votera le texte de nos collègues du CRC. Merci. Merci Madame Esther Benbassa. Dans la suite du débat, la parole est à Madame la Présidente Bariza Chiari. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 17 octobre 1961, il y a 51 ans, de nombreux Algériens répondaient à l'appel de la Fédération de France du Front de Libération Nationale, invitant à manifester pour protester non seulement contre la guerre, mais aussi contre un couvre-feu discriminatoire qui ne touchait que ceux que l'on appelait alors les Français musulmans. Ce rassemblement était pacifique, mais il s'agissait aussi de montrer la détermination des manifestants à ne pas subir de mesures discriminatoires au faciès et aussi à mettre fin au colonialisme en Algérie. Le colonialisme, comme le disait Aimé Césaire, c'est aliénation. À l'époque, on ne bravait pas impunément l'autorité de l'État. Emprisonnement et intimidation seraient à l'évidence de la partie. Personne n'imaginait cependant le déchaînement de violence qui aurait lieu. Devant des effectifs qui grossissaient d'heure en heure, les policiers firent preuve, sur instruction du préfet d'alors, un certain Maurice Papon de sinistre mémoire, d'une violence peu commune. Certains membres des forces de l'ordre virent dans cette soirée l'occasion de pouvoir régler de vieilles querelles sans crainte de poursuite. La police s'autorisa le recours aux ratonnades, desserrant le mort à certains de ces éléments les plus dangereux. Ce jour-là, une répression sanglante, d'une violence et d'une sauvagerie inouïe se déclencha. Arrestations massives, noyades, tortures et déportations frapperont aveuglément les Algériens de Paris et de sa banlieue. Certains manifestants furent tués sur place, d'autres internés, et certains disparurent dans des conditions mystérieuses. Les jours suivants, on fit de macabres découvertes, de nombreux corps flottant à la surface de la Seine jusqu'au Havre. Aujourd'hui encore, il est difficile de connaître précisément le nombre de victimes. Ce qui est sûr et certain, c'est que le chiffre officiel avancé par le préfet Papon est très, très loin de la réalité. Nombre de familles étaient sans nouvelles d'un père, d'un frère, d'un oncle, d'un mari, d'un grand-père, d'un fils. Les autorités opéraient une rétention d'informations bien réelle, tandis que les proches n'osaient pas non plus se montrer trop curieux de peur de représailles. Certains sont ainsi demeurés avec des questions pour le restant de leur vie, en l'absence de tout corps, de toute information, de toute reconnaissance. Il n'y a rien de pire
qu'ignorer la situation d'un proche. Il n'y a rien de pire que de pressentir le malheur sans pouvoir s'en assurer. Le travail de deuil est toujours plus difficile sans corps, sans preuve, sans la certitude que la personne a bien disparu. Ce silence, l'État le gardera 51 ans. Police, justice, pouvoir public de gauche comme de droite ne revinrent pas sur cet événement, drapant d'un voile d'ombre et d'oubli cette nuit sordide où s'est joué un drame. Les archives furent inaccessibles. Elles le sont d'ailleurs encore, permettant ainsi l'existence d'un tel écart entre les différentes estimations de victimes. Un masque malsain recouvrait le visage que prit la République ce soir-là, autorisant mensonges et déni. Les autorités semblaient avoir apposé le sceau de l'oubli éternel sur cette terrible nuit où l'on assassina dans les rues et sur les ponts de France. De fait, il a fallu le procès de Maurice Papon, relatif à la déportation des Juifs de Gironde, pour que rejaillisse cette vérité que l'on avait voulu occulter, pour que revienne le débat que l'on avait souhaité taire, pour que la lumière se fasse sur des événements qu'on avait espérés dans les ténèbres pour longtemps. Il faut ici remercier la ténacité d'une poignée de journalistes et d'historiens qui, par leur travail et leur souci de la vérité, ont tenté d'obtenir témoignages et preuves des événements survenus. Ce patient et ingrat travail de collecte et de recoupage d'informations commence à produire ses fruits, permettant de faire entrer une lumière saine sur ces tâches de l'histoire nationale. C'est à ces quelques personnes d'un rare courage que l'on doit aujourd'hui une meilleure appréciation des faits. Certains d'entre eux n'hésitèrent pas à rappeler au préfet Papon ses états de service à l'époque de son procès, depuis les Juifs déportés jusqu'aux Arabes jetés dans la Seine. Ne craignant ni les intimidations ni les menaces, puisqu'un procès en diffamation leur fut intenté, ils portèrent à la connaissance du public leur travail. Je tiens à ce stade de mon intervention à saluer leur courage, à saluer leur travail et celui des associations collectives pour la reconnaissance du 17 octobre. Je voudrais ici évoquer la mémoire de Mouloud Aounit, président du MRAP, passé sur l'autre rive, comme pour ne pas nous déranger une belle journée d'août, alors que vivant, il en dérangeait beaucoup. Pour le travail qu'il n'a cessé de faire pour la reconnaissance de cette tragédie. Il déclarait notamment, je le cite, « Nous voulons la reconnaissance de ces faits. Nous ne voulons pas culpabiliser l'ensemble du peuple français, mais nous voulons empêcher l'oubli et construire une mémoire solidaire qui puisse fonder aujourd'hui une convivialité entre le peuple français et le peuple algérien. Cette commémoration n'est pas pour nous un vague récit d'un passé douloureux, mais un acte de mémoire au présent, indispensable pour construire un vivre ensemble. Car l'oubli structure les logiques de revanche et participe à la production des discriminations. On sait combien il reste de ressorts inconscients, comme si cette période noire n'était toujours pas finie. C'est à ce type d'engagement, d'association, que l'on doit notamment la première reconnaissance officielle du 17 octobre par le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Le maire de Paris a eu le courage d'apposer une plaque commémorative le 17 octobre 2001 pour rappeler la mémoire des disparus, préférant un texte sobre aux polémiques de certains. Depuis, près d'une centaine de maires de France ont suivi ce bel exemple. Le 17 octobre 2012, le combat a finalement abouti. 51 ans après cette funeste nuit, la République, au travers du chef de l'État, et à l'inverse de ses prédécesseurs, a reconnu la réalité des faits et la sanglante répression qui avait eu lieu lors de ces manifestations. Ces mots, tout simples, pansent pour partie les plaies de l'histoire et la douleur qu'elles occasionnent. Je tiens à remercier le groupe CRC pour avoir inscrit dans l'agenda législatif l'engagement du candidat François Hollande de reconnaître publiquement la responsabilité de la République dans cette répression sanglante. L'adoption de cette proposition de résolution sera un geste de concorde à l'adresse du peuple algérien. Ce débat est d'autant plus salutaire qu'il permet d'effectuer certaines mises au point face à un conflit dont les stigmates sont encore prégnantes dans certaines couches de la société française, à une guerre qui longtemps n'a pas dit son nom, à une histoire qui de tous bords a des difficultés à passer. Le président François Hollande a désiré placer son mandat sous le signe de l'apaisement et de la reconnaissance. Certains esprits chagrins, avides de polémiques de bas étage, ont voulu y voir les signes d'un abaissement,
d'un retour à la sempiternelle repentance, laquelle repentance n'a été réclamée par aucun de ceux qui demandent la reconnaissance des faits et n'est mise en avant que par ceux qui veulent faire acte de diversion face au nécessaire travail courageux que nous avons tous à faire. Par ailleurs, il est tout de même étrange que ceux qui, aujourd'hui, se parent du noble vêtement de l'indignation ne trouvaient rien à redire aux déclarations de Jacques Chirac lorsqu'il admettait la participation de l'État et sa responsabilité dans la rafle du Veldiv. Considérait-il alors que l'État, que la République s'abaissait en reconnaissant la réalité des faits? Estimait-il scandaleux les propos du président de la République? Non seulement je ne le crois pas, mais je pense qu'aujourd'hui encore, on les trouverait prêts, à juste titre d'ailleurs, à défendre les propos du président Jacques Chirac. Se pourrait-il qu'une vérité devienne provocation quand elle est prononcée par une voix de gauche? Il faudrait pourtant comprendre, mes chers collègues, que la France et l'Algérie souhaitent écrire une nouvelle page des relations bilatérales, une page épurée des conflits passés. Or, pour écrire ensemble cette page autour d'un partenariat stratégique, nous devons être d'accord sur la lecture de la page précédente. La reconnaissance simple et lucide des événements du 17 octobre gommera ainsi, pour partie, l'abomination du texte sur les effets positifs de la colonisation et participera d'une volonté de construire une nouvelle relation, de bâtir un futur commun sur des bases saines et acceptées de tous. Ceux qui font semblant de pousser des cris d'orfraie aujourd'hui n'ont-ils pas compris qu'il en va de l'intérêt de notre pays? Ne sont-ils pas capables de sortir des schémas surannés? N'ont-ils pas cette capacité que Jacques Chirac en son temps et François Hollande aujourd'hui de quitter le costume de politicien pour revêtir l'habit d'homme d'État? Ce pas en avant qu'a accompli François Hollande s'accompagnera sans doute d'une nécessaire ouverture plus large des archives afin que les historiens puissent travailler sur des sources précises et proposer une lecture détaillée des événements. Un demi-siècle après les événements, c'est le bon moment. Le Parlement n'entend pas dicter l'histoire, interférer dans le travail des historiens. Il souhaite instaurer un débat. Aucune guerre n'est propre. Aucun conflit n'a les héros d'un côté et les démons de l'autre. La guerre d'Algérie n'échappe pas à cette dure loi. À ce titre, jeudi prochain, notre collègue Néry présentera un texte visant à commémorer l'ensemble des victimes du conflit algérien, sans distinction de camp et d'engagement. La date du 19 mars a été choisie non parce qu'elle marquerait d'une quelconque manière la fin de la guerre, mais parce qu'elle constitue une date éminemment symbolique, celle du cessez-le-feu. Cette date met en avant la volonté des deux parties d'aboutir à un règlement pacifique du conflit et à renoncer durablement à l'usage de la violence. Cela ne signifie pas que la violence ou les hostilités ont disparu après le 19 mars, puisque les attentats de l'OAS, les massacres de Harki, sont autant d'actes témoignant de l'horreur de ce conflit. Cette commémoration permettra, je l'espère, d'instaurer un espace de dialogue des mémoires, offrant une lecture apaisée de ces questions. Beaucoup reste encore à faire. L'État doit encore reconnaître l'usage de la torture en Algérie. Mais aujourd'hui, la gauche a démontré qu'une autre vision des relations franco-algériennes était possible, axée non sur la repentance, mais sur le dialogue, le respect et les examens des erreurs passées. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Nous reviendrons sur cette question de la reconnaissance du 17 octobre 1961 plus amplement dans nos tranches d'information de 19h et de 22h. Tout de suite à suivre Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit aujourd'hui Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat. Bonne soirée à tous.